On va aller aussi sur le déni médiatique dans cette émission, parce que c'est très intéressant de voir à quel point il y a eu un système médiatique qui s'est mis en branle pour dire aux 14 témoins, aux millions de Français qui ont bien compris ce qui pouvait se passer dans ce dossier, tout en restant prudent parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Mais quand vous avez 14 personnes qui vous disent « voilà ce que j'ai vu », voilà ce que j'ai entendu. Et c'est pourquoi je considère que dans ce drame, il y a du racisme anti-blanc, anti-français. Eh bien, ces personnes-là, on a voulu en quelque sorte, c'est une métaphore, mais les bâillonner. C'est un revirement majeur qui est en train de se passer dans notre société, parce que je me rappelle de débats également entre Mathilde Panot et Marion Maréchal sur BFM, où Madame Mathilde Panot refusait de voir le réel, refusait de parler du racisme anti-blanc. Donc j'ai besoin également d'avoir l'avis des auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à nous appeler. On sera avec Martine dans un instant, on sera avec Pierre. Et si je ne m'abuse, je crois que Martine nous appelle de Crépol. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je vais demander en régie si c'est bel et bien le cas. Avant cela, quand je vous parle du traitement médiatique, on est le 27 novembre 2023. Je rappelle que Thomas est mort dans la nuit du 18 au 19 novembre, que pendant plusieurs jours, les médias ont refusé de voir le réel. Et puis ensuite, vous avez les médias dits mainstream, les grands médias, qui ont pris le dossier en main pour expliquer qu'il y avait une instrumentalisation de l'extrême droite et pour nous expliquer que c'était une rixe entre deux bandes. C'était une bagarre le soir d'un bal, d'accord ? Et celui qui finalement symbolise ce déni médiatique, c'est évidemment Monsieur Patrick Cohen, qui avait été repris par la patrouille et le gendarme audiovisuel à l'époque. L'enquête ne fait que démarrer, mais selon Patrick Cohen, c'est un jeune rugbyman qui aurait tiré les cheveux d'un des deux jeunes s'étant invité à la fête. En fait, à l'époque, Patrick Cohen fait déjà l'histoire. Il sait mieux que tout le monde. Écoutez. Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Donc inversion de la charge des responsabilités. D'accord ? L'agression, c'est de la faute des amis. Ce groupe qui arrive avec des couteaux à un bal, ils viennent pour draguer des filles et pour s'amuser. Vous venez vous amuser à un bal avec des couteaux, bien évidemment. Patrick Cohen qui s'interroge toujours sur cette même séquence, qui s'interroge sur le fait de divulguer les noms et identités des jeunes mis en cause dans la mort de Thomas. Il parle d'une mécanique de la haine. Et son édito, ça s'appelait la mécanique de la haine et du mensonge. Qui a menti à cette époque-là ? Est-ce qu'il va communiquer en présentant ses excuses à la famille de Thomas, aux habitants de Crépol, aux Français, bien évidemment, qui ont été heurtés par ça? Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin, sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé. Mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord, la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte
ou d'une expédition punitive. Même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village, cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que des jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. Eh bien, il aurait mieux fait de se taire. Oui. Il aurait mieux fait de se taire parce que 2 ans et demi plus tard, il y a la justice et le juge d'instruction vient de rajouter de la circonstance aggravante du crime raciste, anti-blanc, anti-français. Donneur de leçons en permanence, Patrick Cohen, qui va nous expliquer que c'était ni un règlement de compte, ni un crime raciste. Ça, nous venons de l'entendre. Je voudrais qu'on l'écoute lorsqu'il termine sa chronique en ironisant sur l'ensauvagement de la société. Il va même se mettre à rire quand il parle du bal tragique. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui et du niveau d'insécurité que nous connaissons. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans. Et les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé. Quelle indécence! Oui. Quelle indécence! Et le rire à la fin. Et pardonnez-moi ce qu'il dit sur les morts violents, sur les coups violents, etc., sur les chiffres qui sont en... Il dit n'importe quoi. Puisque les tentatives, par exemple, les tentatives d'homicide, qui sont des homicides manqués, une tentative d'homicide. Les homicides en France, on peu ou prou, sont stables depuis 10 ou 20 ans, d'accord? Mais l'homicide raté, le taux d'homicidité, il a explosé en France. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Bauer. Mais peut-être que Patrick Cohen, c'est même mieux que les criminologues, les experts en criminologie dans notre pays. Non, mais parce qu'il l'occulte. Georges C'est Fenech. comme le garde des Sceaux. Je me souviens qu'il avait occulté aussi, quand il avait donné les chiffres, l'explosion des tentatives d'homicide. Il avait dit il n'y a pas plus d'homicide qu'avant. C'est qu'aujourd'hui, on a des services d'urgence qui sont évidemment plus performants, des médecins qui sont capables d'intervenir très tôt, ce qui fait que, heureusement d'ailleurs, ces gens, ces blessés, survivent. Mais est-ce que ces éditorialistes qui donnent le tempo vont présenter leurs excuses? Non. Donc, je vous propose aussi d'écouter cette passe d'armes sur BFM TV. À l'époque, on est en décembre 2023, entre Mathilde Panot et Marion Maréchal, sur le fond de l'affaire Crépol et sur le racisme anti-blanc. Comment ? Vous ne pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me faire une thèse. D'accord. Non, je vais vous expliquer, je vais vous répondre très clairement. Le racisme est un racisme qui est structurel, qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Bon, voilà. Eh bien, donc ça n'existe le pas. racisme. Marion Maréchal, s'il vous plaît. Mais oui. On a du temps pour discuter. Donc. Mais je sais quelle va être la conclusion, mais allez-y. Ah oui, laissez-la parler. Eh bien, exactement. Je vous dis, il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc, en Moselle, le 9 décembre dernier... Édouard Philippe aussi, dans les colonnes du Journal du Dimanche, la semaine dernière, a repris... Donc quand en Moselle, le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère, c'est pas du racisme anti-blanc? Alors, je peux vous redonner des chiffres? Vous aimez les chiffres? Je vais vous donner J'aime beaucoup les chiffres. Je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Allez-y, dites-moi. Alors non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc. Ça s'appelle sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau. Ça s'appelle des appels à la haine, des actes de haine. Ça s'appelle de la xénophobie. Tout le monde. Et c'est ce que vous relatiez, François Bousquet, sur cette gauche et extrême gauche qui refuse de voir le racisme anti-blanc comme un racisme. Oui, au prétexte qu'il y a un racisme systémique, qui est d'une toute autre nature. Après tout, moi je veux bien qu'il y ait des discriminations à l'embauche, pour ouvrir un compte en banque, pour des populations racisées. Mais enfin, il y a quand même une échelle. Je le conteste. Non, mais ça, vous le contestez, mais moi, vous pouvez avoir des personnes qui
C'est de une par chose. leur couleur de peau, sont agressés, violentés, Ça existe, bien sûr. tabassés parce Ah que... oui, Mais c'est pas sur cette base-là non. qu'on définit le racisme systémique. Le racisme Non. systémique, il le J'ai définit. compris. Voilà. J'ai Simplement, compris. la remarque que je fais, c'est qu'il y a quand même une échelle de la violence raciste ou raciale, hein, me semble-t-il, entre des micro-agressions qu'il faut condamner, la question n'est pas là, et des meurtres qui sont des Mais macro-agressions. il y a des C'est- macro-agressions également. Ouais, en Dans fait, tous la les sens, difficulté... dans tous les sens. Hein, Oui, Elliot. mais justement, c'est ça qui me pose problème. C'est que je ne vais pas essayer de faire de minimiser un racisme Voilà. pour en On est majorer un. On est d'accord. Toute forme de racisme est à condamner, toute forme de racisme est à éradiquer, et ce qui est insupportable, c'est le déni qu'il y a pu Ouais. avoir par la classe médiatique et la classe politique du racisme anti-blanc. Ouais. Il est 17h15, juste pour donner cette information qui est importante concernant l'incendie en Gironde. L'Union européenne déploie 3 bombardiers d'eau pour aider nos sapeurs-pompiers et pour disposer d'une flottille plus importante. Et signe que la flottille française, Elle n'est pas à la si on a hauteur. besoin Bien sûr. de l'Union européenne pour se protéger, Bien sûr. mais il faut dire également que par exemple quand il y a des méga-feux en Grèce, fut un temps, Nous ou en prêtons Espagne, notre assistance. nous aussi on est allé Bien sûr. aider nos voisins. Il est 17h15 sur Europe 1, on revient dans un instant et là on donnera la parole notamment à Martine qui habite non loin de Crépart. Racisme que la juge d'instruction a visiblement vu dans le meurtre de Thomas Perrotto. Thomas Perrotto tué à Crépol dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. Et selon les dernières informations, exclusivité Europe 1, eh bien, les juges ont retenu la circonstance aggravante de racisme, notamment des faits de racisme anti-blanc et anti-français. Et c'est un tournant majeur dans cette enquête, et c'est un tournant majeur dans la société dans laquelle nous sommes, où politique et médias refusent pour une grande partie d'entre eux de voir le racisme anti-blanc. Martine et Pierre sont en direct avec nous et vraiment on a besoin d'avoir les auditeurs d'Europe 1 dans cette nouvelle partie de l'émission, et on va essayer de prendre un maximum de réactions. D'abord, Martine qui nous appelle non loin de Crépol. Bonjour Martine. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Merci. Ravi de vous avoir. Eh ben, écoutez, le plaisir est partagé, même si on parle d'un drame qui nous renvoie à quelque chose de terrible. Et vous qui étiez êtes de la région, vous vous souvenez de cette nuit du 18 au 19 novembre 2023 ? Racontez-nous. Bien sûr, ça a été un séisme dans la région, parce qu'on n'aurait jamais imaginé que dans un petit village tranquille comme Crépol, il puisse se passer des choses pareilles. Après, et c'est pour ça que je veux témoigner, je voudrais dire à quel point les choses ont pu changer en quelques années, parce que j'habite depuis très longtemps dans la région, j'allais régulièrement à Romans et même à la Monnaie. Il y avait un très grand marché à la Monnaie où tout le monde se côtoyait, tout le monde était en paix et se respectait. Il y avait une grande partie des clients qui étaient des Maghrébins, des vendeurs qui étaient des Maghrébins, une grande partie de Français qui étaient des clients ou des vendeurs. J'ai jamais rencontré aucun problème. J'y suis allée des dizaines de fois sans jamais avoir de problème. Aujourd'hui, je ne vais plus à Romans. Je n'y vais plus parce que j'ai peur d'y aller, parce que j'ai été agressée au centre commercial Marc Avenue par un Maghrébin qui, à mon avis, venait du quartier de la Monnaie qui est juste en face, qui m'a insultée parce que je ne l'ai pas laissé traverser et qui m'a traité de sale blanche, de sale de fille de... Enfin bref, je passe sur tous les noms fleuris qu'il a pu m'asséner, et j'ai été tellement choquée, alors que je suis quelqu'un qui normalement a du répondant, mais j'ai été tellement abasourdie que je n'ai même pas su quoi lui répondre. J'étais avec ma belle-fille, on a eu peur, et pendant plusieurs mois, je ne suis pas retournée à cet endroit-là. Et aujourd'hui, je ne reconnais plus Romans. J'ai travaillé pendant des années juste à côté. J'ai toujours fréquenté cette ville sans jamais voir de problème, alors que la population a toujours été mélangée. Dans les lycées, dans les collèges, on fréquentait tout le monde et il n'y avait jamais aucun problème. Je trouve que les choses ont beaucoup changé depuis 10-15 ans à peu près.
Quel regard vous portez sur, puisque vous parlez de Romans, sur les prises de position de la maire de Romans-sur-Yver, Marie-Hélène Toraval, bien évidemment, écoutez, qui était en direct avec nous à 16h. Oui, je l'ai entendu. Alors, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté par mon travail, ça ne rappellera sûrement pas, mais que j'ai toujours apprécié. Et là, vraiment, je lui lève mon chapeau parce que faire ce qu'elle fait, franchement, c'est magnifique. Et je la remercie pour ce qu'elle fait. Pour Romans, c'est vraiment une chance. Est-ce que, puisque vous habitez non loin de Crépol, vous avez pu échanger avec vos voisins, vous êtes de la région depuis très longtemps, vous la connaissez par cœur. Est-ce que vous avez pu échanger du meurtre de Thomas? Est-ce que vous avez déjà croisé des proches de Thomas? Non, je ne le connaissais pas personnellement, je ne connaissais pas sa famille. Je connais les personnes qui habitent Crépol, je ne les ai pas vues depuis longtemps, mais avec des amis qui sont dans la région, les gens sont vraiment remontés et ils ont vraiment très mal vécu ça et ils sentent vraiment monter cette haine anti-blanc parce que vraiment, on le ressent parce que à la façon que certaines personnes ont de vous regarder dans la rue, quand ils vous croisent, vous savez, quand vous êtes dans un magasin et qu'on vous empêche de passer ou qu'on ne vous laisse pas, je ne sais pas comment vous dire, enfin, qu'on vous montre que c'est pas vous qui avez la priorité en fait. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui montrent, parce qu'on a peur, donc évidemment on recule et on se méfie. Mais ce sont des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, font que c'est ça le climat d'insécurité tous les jours. Eh bien, écoutez, Martine, merci de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. On ne fait que vous donner la parole, parler du réel et rester très attaché aux faits, rien qu'aux faits. Pierre est en direct avec nous et il nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que vous êtes nombreux à vouloir réagir après cette information judiciaire qui est très importante, puisque la juge d'instruction, je le rappelle, dans l'affaire du drame et du meurtre de Crépol, a décidé de retenir les circonstances aggravantes de racisme anti-blanc, de racisme anti-français en bande organisée. C'est... je le disais tout à l'heure, un tournant. Est-ce que je me trompe? Et là, je parle à un ancien commissaire de police que vous êtes. Non, vous trompez pas. Effectivement, c'est un élément assez important du dossier. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que il faille 3 ans de procédure pour s'en rendre compte. Et moi, je suis assez inquiet pour la suite, en fait. Je suis à la fois satisfait qu'on ait un magistrat qui ait correctement fait son travail avec les éléments du dossier. Mais si les éléments étaient là dès le départ, je suis un peu inquiet que le parquet ne les ait pas relevés. Et ça me paraît pour la suite assez inquiétant, je le disais, parce que c'est le parquet qui va défendre le dossier au tribunal. Mais c'est ça, en l'occurrence à la cour d'assises. Eh oui. Mais c'est pour ça que c'est exact. Est-ce que vous pouvez dessaisir un parquetier? Est-ce que le parquetier peut changer, Georges Fenech? Alors, faut expliquer. Il va changer. Il va changer. Pourquoi? Parce que lorsque la juge d'instruction va rendre son ordonnance de mise en accusation, elle va clôturer son dossier. Bon. À ce moment-là, les parties et le parquet ont la possibilité de faire appel. N'oubliez pas. Et donc le dossier, in fine, sera examiné, la décision sera prise par la chambre d'instruction. Et devant la chambre d'instruction, ça n'est plus d'ailleurs le même procureur, c'est le procureur général de la cour d'appel, en l'espèce, c'est Grenoble, hein, qui va prendre des réquisitions et qui va dire oui ou non, circonstances aggravantes de racisme. Et au final, c'est la chambre d'instruction, collégialité, 3 conseillers à la cour d'appel, qui décideront de la qualification. Et ça ne veut pas dire pour autant, et vous l'avez rappelé, Elliot, que c'est terminé, puisqu'il y aura ensuite un procès. Et au procès devant la cour d'assises des mineurs, la cour d'assises dira aussi ce qu'elle considérera être, c'est-à-dire oui ou non, y a-t-il eu un meurtre avec cet élément aggravant de racisme, voyez-vous. Donc on est loin du compte. Là, on a une décision qui est courageuse, qui est lucide, qui est factuelle, d'une juge d'instruction qui s'oppose à son parquet. Faut bien voir, enfin elle s'oppose, elle ne prend pas la même décision qu'a requis le parquet. Il
faut voir que quand même là, il y a une décision. Elle ne le sort pas comme ça. Mais non, elle s'appuie sur 14 témoignages. Sa décision est motivée. On l'a eu tout à l'heure avec William. Sa décision est parfaitement motivée puisqu'il y a des témoins. C'est pas un témoin, c'est pas 2 témoins, c'est pas 3 témoins, c'est 14 témoins. Vous vous rendez compte? Qui tous disent de manière concordante, j'ai entendu ces propos racistes, anti-blancs, etc. Donc on ne voit pas comment le parquet, moi je m'interroge, et le commissaire a raison d'ailleurs de s'en inquiéter, parce que si le parquet ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, il risque de ne pas le voir pour la suite. Et c'est même pire que ça, parce que c'est William Molinier nous le rappelait, c'est que dans le réquisitoire, il est fait état. Dans le réquisitoire du parquet, il est fait état des phrases anti-françaises et anti-blanches. Donc ça veut dire que l'instruction les a sous les yeux et qu'elle n'en tire pas les conclusions qui s'imposent. Pierre, je voudrais revenir voir Pierre, parce que vous êtes ancien commissaire. Vous avez claqué la porte de la police? J'ai fait un choix personnel. Vous avez fait, mais je vous avais déjà eu au téléphone, cher Pierre. Oui, tout à fait. Mais en revanche, vous, l'ancien commissaire d'expérience, vous avez vu monter au gré des procès-verbaux, des victimes que vous avez pu rencontrer, ce racisme anti-blanc ou pas? Au gré des procès-verbaux, je ne vais pas pouvoir dire ça parce que en fait, ce sont des faits qui passent, comme on dit chez nous, sous les radars. Il n'y a pas forcément de plainte pour ça. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que j'ai fait beaucoup de terrain dans ma carrière, c'est que vous avez un vrai raciste de tous les côtés d'ailleurs, et le racisme anti-blanc, il est évidemment présent dans les quartiers, et notamment dans les quartiers, nous on appelle ça des ZSP ou des zones sensibles, d'autres appellent ça des quartiers populaires, mais en tout cas les quartiers qu'on connaît, sur lesquels nous on a le plus de difficultés. Oui, vous avez des gens qui font du communautarisme, vous avez des gens qui rejettent totalement l'État et qui rejettent totalement une partie de la population, et surtout qui font du racisme anti-blanc. Oui, c'est une réalité, et ça ne fait que s'aggraver. Et ce que je voulais rajouter, c'est que avec cette décision du parquet ou pas, je ne sais pas s'il avait les éléments au moment de son réquisitoire, cela dit, pour le réquisitoire définitif, il devait avoir les éléments, je ne suis pas sûr que ça arrange les choses, en fait, de fermer les yeux sur cette réalité-là que tous les gens connaissent, en fait, dans la rue. Et pour moi, le parquetier, ou en tout cas le procureur qui a pris cette décision, il est complètement en dehors de la réalité. Voilà, et c'est dommage. Écoutez, merci pour votre témoignage.